Europe 1. 8h14 ce matin dans l'interview politique, le ministre MoDem des Relations avec le Parlement, conseiller régional en Centre-Val de Loire. Il est surtout au cœur du dispositif de recomposition multilatérale de la nouvelle majorité. Bonjour et bienvenue Marc Fesneau. Bonjour. Merci d'être avec nous. La REM laisse sa place à Renaissance. En quoi c'est une renaissance ? Alors il faudra en parler peut-être avec les responsables de la REM. Je crois comprendre, c'est ce que Stanislas Guerini a dit, que la volonté de la République En Marche est au fond de se renouveler, au fond d'essayer de s'élargir encore plus et au fond de revenir à ce qui a été la volonté de la REM en 2017, qui était d'élargir plus encore son parti politique. Pourquoi Renaissance ? Mais vous leur demanderez, j'ai du mal à répondre. Vous êtes dans une coalition... Non, mais je suis dans une coalition dont étant responsable du MoDem, vous me permettrez de ne pas commenter les décisions... Donc vous n'avez pas d'avis ? Mais Renaissance était aussi le nom qui avait été choisi pour la liste européenne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 3 ans, et qui permettait, au fond, de signaler le rassemblement qui se produisait. Je pense qu'il y a cette volonté-là. Et donc il y a une connotation européenne. Il y a une connotation européenne initiale, il y a une connotation de ce que veut dire le mot Renaissance. C'est de renaître. Il y a un côté François Ier aussi. Hein. Oui. Après Jupiter, on peut y chercher. Voilà. Vous pourrez gloser sans doute sur tout ce que vous voulez, mais il y a aussi dans la volonté de revenir aux fondations de ce qu'avait été la République En Marche. Mais Stanislas Guerini vous le dirait beaucoup mieux que moi. Quand on voit la photo Bayrou, Ferrand, Philippe, c'est plus le Moyen-Âge que la Renaissance quand même, non ? Pourquoi le Moyen-Âge ? C'est-à-dire que c'est pas non plus des jeunes pousses de la politique. Il ne me semble pas que d'avoir des responsables politiques de ce niveau, la question n'est pas par principe d'être dans les jeunes pousses. La question, c'est d'avoir des responsables politiques qui se mettent autour d'une table pour discuter et essayer de trouver un accord et de se mettre en modèle de confédération pour la majorité présidentielle. C'est pas une question de personnalité jeune ou moins jeune, c'est une question de est-ce qu'on a des responsables politiques qui se mettent autour de la table. Un ancien Premier ministre, un président de parti, ancien ministre, un président de l'Assemblée nationale, je pense que ça mérite quand même d'être signalé. Ça mérite d'être signalé. Bon, Renaissance a donc vocation, si je comprends bien, à agglomérer encore plus. La REM, donc Renaissance, le MoDem, Horizon. La droite, elle est où dans tout ça ? Mais elle est... la volonté que nous avons eue en 2017, pardon de le rappeler, c'était la volonté de dépassement. Il y a des gens qui viennent d'horizons divers, de droite, de gauche et d'espace central. Ils se retrouvent pour certains dans Horizon, ils se retrouvent pour d'autres dans la République En Marche. Il y en avait aussi au MoDem qui se qualifiait plutôt de centre-droit. Donc n'essayez pas de distinguer forcément ça. Mais la droite, il y a des gens qui viennent... C'est le monde-là de la coalition, c'est ensemble. Il y a des gens qui viennent... Enfin, si vous n'avez pas distingué dans Horizon des gens qui viennent de droite... Pas, je distingue très très bien. Voilà, donc vous savez... Non mais vous voyez où je veux en venir. Parce que Nicolas Sarkozy devait avoir un mot à dire là-dedans. Moi, je parle aux formations politiques. Les formations politiques, Horizon vient plutôt sur le flanc droit, conforter, élargir la majorité. L'espace central, il est incarné par le mouvement démocrate historiquement et par la République En Marche qui avait scellé un accord en 2017. La droite, elle est dans toutes ses composantes, en particulier dans Horizon. Que des gens viennent, si c'est ça votre question, que des gens viennent de chez Nicolas Sarkozy, on va dire ça comme ça. Voilà. Si vous me précisez la question, j'essaierai d'y répondre, mais que des gens viennent de l'horizon, ça y est, c'est ma faute. Non, pas du tout. Très bien. Pas du tout. Mais que quelqu'un vienne de cette horizon-là. Nicolas Sarkozy, c'est une personnalité, c'est pas la droite seulement. La droite, c'est d'autres personnalités. Non, mais il conseille, il parle avec le président. Mais je ne dis pas le contraire, mais je dis que Nicolas Sarkozy soit dans la configuration de... Il a dit des choses d'ailleurs au deuxième tour. Il a appelé à voter clairement pour le président de la République. Et qu'il y a un certain nombre de gens qui, se réclamant de son héritage au fond, aient envie de rejoindre la majorité présidentielle. Ça se fait d'ailleurs dans les conditions qu'a indiqué Richard Ferrand très bien hier, qui sont des conditions qui permettent d'être clair aussi, c'est-à-dire d'être avec des personnalités qui rejoignent la majorité présidentielle et qui souhaitent participer à mettre en œuvre le projet. Vous vous retrouvez ensemble, il y a quand même beaucoup de chapelles, il y aura un seul curé pour tout ça ? Il me semble qu'il y a... Si vous appelez ça des chapelles, il y a 3 formations politiques. Oui, appelez ça des formations politiques, si vous voulez. Non, il y a 3 formations politiques. Ces 3 formations politiques, ça me paraît pas beaucoup dans un espace comme celui-là, qui est un espace assez large. Évidemment, il y aura une organisation qui permettra, ça a été dit d'ailleurs hier, qu'Ensemble soit présidé par Richard Ferrand, avec des vice-présidents que seront François Bayrou
et Édouard Philippe, et je pense que les choses seront bien organisées ainsi. Vous voyez bien d'ailleurs, vous avez remarqué hier que les choses se passaient plutôt en bonne intelligence. Marc Fesneau, je le disais en introduction, c'est une des raisons pour lesquelles c'est important que vous soyez là ce matin, pour expliquer, vous avez fait partie des réunions qui ont justement précédé cette recomposition politique. Comment est-ce qu'on fait le partage des circonscriptions? Est-ce qu'il y a un pourcentage pour chacun? Est-ce qu'on délimite le champ d'action du MoDem, d'Horizon, de La République En Marche? Comment ça fonctionne? D'abord, peut-être pour vous dire que je trouve que les discussions se sont passées tranquillement. On s'est mis en discussion dimanche. Personne n'a été humilié. Personne n'a claqué des portes. Là, vous faites référence à d'autres formations politiques plus à gauche. Ce qu'on a vu plus à gauche. Personne n'a eu à renoncer à ce qu'il est. Et c'est déjà pas mal quand vous faites une alliance de cette nature-là. Quand vous essayez de construire quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre du vrai et pas du factice. Et donc je pense que c'est bien de le dire. Deuxième chose, nous ne sommes pas du tout rentrés en discussion en disant, et là aussi ça participe, en faisant des rapports de force en disant, si j'en ai pas tant, je quitte la salle. On est arrivé, on a pris les listes, on a regardé, on a campéré les candidatures, on a échangé sur ce qui nous paraissait être le meilleur profil. Évidemment qu'il y avait des étiages. Mais on ne l'a pas fait avec l'esprit de l'idée, c'est d'en avoir une de plus que l'autre, et en essayant, de trianguler pour en avoir une de plus que l'autre. Les étiages qui ont été trouvés sont des étiages qui satisfont tout le monde. Et c'est en fait, quand vous regardez ça, c'est ça l'essentiel. Est-ce qu'on arrive à un équilibre entre toutes ces formations? Est-ce que c'était voulu? On voulait qu'il y ait un équilibre qui rappelle, comment dirais-je, la construction historique qui s'était faite avec La République En Marche et le MoDem, et qui permette à Horizon de trouver toute sa place. Est-ce que vous avez suffisamment de bras pour affronter les législatives qui s'annoncent comme un troisième tour, presque comme un rattrapage de la présidentielle? Mais je sais que certains veulent en faire un rattrapage. Les législatives, vous avez raison de le dire, ainsi, les législatives, ce n'est pas un rattrapage de la présidentielle. La présidentielle, c'est un moment dans la vie politique française. Les législatives, constitutionnellement, je vous suis totalement, mais vous voyez l'ambiance politique, le climat qui est en Vous avez raison, j'essaie de vous répondre d'ailleurs là-dessus, il y a des gens qui essayent de rejouer le match présidentiel. Je rappelle que, j'en suis désolé, j'en suis confus, mais il y a un vainqueur. Et le vainqueur, c'est Emmanuel Macron. Ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon et ses amis ou d'autres. Personne ne peut croire que ça soit l'objectif de juin 2022 que de déstabiliser ce que les Français aussi ont choisi. La vérité, c'est qu'il faut qu'on trouve une majorité qui permette au président de la République, y compris dans les dispositifs internationaux européens, à imaginer quelque chose qui vienne dans le débat européen aujourd'hui. Vous voyez bien que c'est plutôt la solidarité européenne qui règne et pas le délitement européen. Et donc c'est ça ce que nous propose M. Mélenchon. Et donc, c'est une campagne sur laquelle il faut, sur le projet, dans le dialogue avec les Français, montrer d'abord ce que nous avons fait avec Ensemble, et ces trois formations politiques, la volonté que nous avons sincère de travailler ensemble, et pas derrière les portes et les claquements de portes. Et troisièmement, de marquer la nécessité qu'il y ait une cohérence entre le président de la République et le futur gouvernement, et donc sa majorité. Donc vous aurez suffisamment de bras pour affronter notamment cette grande union de la gauche qui se forme. On a entendu presque un regret tout à l'heure quand vous avez parlé de cette union, de gens qui abandonnent certains de leurs principes. Écoutez, moi je vais vous dire, au MoDem, y compris dans les moments les plus difficiles, avec François Bayrou, nous n'avons jamais abandonné notre étendard. Jamais nous n'avons été à Canossa, jamais. Au risque parfois même de disparaître. C'était en particulier le cas en 2012. Et c'est le cas des socialistes. Et donc, écoutez, en tout cas, je me sens assez légitime pour dire que nous avons pris nos risques quand d'autres essayent à toute fin de sauver 10, 15 députés au moment où ces gens-là, lors de la campagne présidentielle, nous ont décrit Jean-Luc Mélenchon, et sans doute à raison, comme un être dangereux sur le plan international, dissonant sur le plan européen, avec eux, je veux dire, portant des sujets et des querelles avec lui, c'est pas moi, eux, avec lui sur les questions de laïcité. Et donc je trouve que pour une poignée de députés, comme pour une poignée de dollars, si je peux dire, on se permette au fond de trahir une famille politique dont je ne suis pas, mais il me semble que sur les sujets de laïcité, sur les sujets de construction européenne, y compris sur les sujets sociaux, parce que la réforme Touraine sur les retraites, c'est une réforme qui avait été menée, portée, défendue, il n'y a pas 10 ans, il n'y a pas 100 ans, il y a un peu plus de 5 ans par le Parti Socialiste. Le reniement en politique, c'est jamais une bonne chose. Et moi, je sais le prix que ça coûte de tenir ses idées et ses opinions.
Et au fond, je trouve que c'est dommage pour le Parti socialiste. Je vois des gens qui se retrouvent dans le même ensemble. Certains défendaient le nucléaire, d'autres sont pour la sortie du nucléaire. Je trouvais que c'est cohérent. Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'Assemblée, ces gens-là? Et donc cette incohérence-là... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je vous repose la question. Je veux retourner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer des textes pour bloquer des textes? J'imagine qu'ils peuvent être dans une stratégie d'obstruction. Le pays a besoin d'avancer. Alors je vois bien l'obstruction qu'ils essaient d'organiser. Et donc plus la majorité sera solide, large autour du président de la République, large autour du gouvernement, plus ça permettra d'avancer sur les textes avec un esprit de dialogue qui est le nôtre. L'esprit de dialogue, c'est la capacité aussi à écouter l'opposition. Mais si l'opposition qui se construit est une opposition d'obstruction simple... Donc vous attendez à une opposition et non pas à une obstruction. Mais quand vous dites... J'espère qu'on n'aura pas d'obstruction. Que vous avez l'ambition d'avoir une grande majorité, il y a une musique qui monte, comme quoi on pourrait renoncer à certaines réformes, notamment la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai pas entendu ça. Le président de la République a dit dans l'entre-deux tours... Non mais il n'y a pas que le président de la République qui parle. Pardonnez-moi, Marc Fesneau. Mais je ne suis pas... Permettez-moi juste de finir la phrase. Bien sûr. Le président de la République a indiqué quelque chose, et après, pardon, il n'y a pas que le président de la République qui parle, mais aussi un Parlement qui délibérera. Attendons qu'il y ait un gouvernement nouveau et un Parlement. Et donc, ce gouvernement nouveau et ce Parlement, il se saisira de la question des retraites et il verra les équilibres qu'il faut trouver pour essayer, ce qu'a dit le président de la République, pour le coup, de trouver des voies de consensus. Des voies de consensus. On parlait du gouvernement. Jean-Marc, que vous êtes encore au gouvernement. Un gouvernement où on entend dire que les équipes font les cartons. J'ai pas eu le temps de faire mes cartons, pour tout vous dire. Parce que vous avez encore trop de travail? Parce que j'avais du travail. Vous voulez qu'on parle de votre collègue des transports qui a fait une vidéo sur Non, mais moi TikTok? je ne commande pas les collègues. Non. Vous ne commentez pas les collègues? Non. Ça vous a pas choqué de voir Jean-Baptiste Djebbari, pour le citer, avec des cartons sur son bureau en disant regardez, j'attends la fin? Moi, je ne vais pas commenter ce genre de choses. Pourquoi? Laissez-moi finir. Je suis au travail. On peut à la fois faire les cartons, parce que de toute façon, il faut faire des cartons, parce que c'est normal, il y a des archivages qui se font. Enfin, je ne vais pas vous raconter la vie d'un ministre. Bah si, c'est intéressant. Moi, je ne suis pas ministre, je ne sais pas comment ça se passe. Mais il faut qu'on archive et que les choses soient prêtes pour que le jour venu, celui ou celle qui nous remplacera ou qui nous remplacerait puisse prendre la place dans un délai qui soit très court. Le délai très court, c'est quelques heures. Donc, que des ministres préparent des cartons, ça n'empêche pas, mais c'est leur carton personnel, le reste reste au ministère, ça n'est pas illégitime. Et donc, c'est dans ce contexte-là que les uns et les autres font leurs cartons, mais les affaires continuent à être administrées. Le gouvernement continue à gouverner. Il y a un Premier ministre qui travaille. Je veux dire, on traite des questions agricoles sur la question de l'Ukraine, on traite des questions d'énergie sur les questions d'approvisionnement pour l'hiver prochain. Le gouvernement est au travail. Mais juste un petit mot, Marc Fesneau, on peut faire ses cartons, mais on n'est pas obligé de mettre ça en vidéo sur TikTok? On n'est pas obligé, voilà. On n'est pas obligé. Le poste de Premier ministre est-il démonétisé? Certains et surtout certaines affirment avoir refusé le poste de locataire de Matignon. Ça se refuse? D'abord, je ne crois pas que ça se fasse comme ça. C'est-à-dire? Je ne crois pas qu'on vienne vous dire est-ce que vous seriez intéressé par le poste de Matignon. Ça se passe pas comme ça? Enfin, je ne crois pas que ça se passe comme ça. Et deux, je crois que l'une d'entre elles, Madame Rabault, a démenti avoir été jamais approchée pour cette question de Premier ministre. Et donc, c'est pas qu'elle. Bon. Non, mais j'ai bien compris que vous aviez dit de non. Pour ce qui est de la deuxième personne, je n'en sais rien. Mais je ne crois pas que les choses se distinguent comme ça. Il me semble que, historiquement d'ailleurs, les livres politiques sont remplis d'histoires racontant et narrant comment les premiers ministres sont, comment dirais-je, nommés. Et c'est pas dans ces conditions-là. Marc Fesneau, vous souhaitez faire quoi maintenant? Et maintenant, que vais-je faire? C'est la chanson? Et maintenant, que vais-je faire? C'est ça. Je n'ai pas d'angoisse personnelle sur ce genre de sujet. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de chance de ce que j'ai vécu déjà. J'ai été parlementaire, président de groupe. Je suis. Ah, donc c'est fini? Non, attendez. Je suis insupportable. Non. Vous êtes taquin. Vous n'êtes pas insupportable. Je suis ministre, mais je trouve c'est une mauvaise politique que d'être obsédé de son sort. Je suis assez serein sur la capacité que j'ai à faire des choses. On verra ce qui advient, mais je sors d'une séquence de discussion sur la question législative dont je suis heureux parce que nous avons trouvé un bon équilibre. Donc je vis... C'est abscon, là, j'y vois pas très clair là, sur votre avenir. Non, mais j'ai été content de faire ce que j'ai fait jusqu'alors. Je sors de 5 jours. Vous me demandez ce matin à 8h27 Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que vous allez faire, ce que je vais faire là, je vais rentrer dans le Loir-et-Cher. Voilà ce que je vais faire. Et après, nous verrons. Et j'ai pas d'angoisse. Alors, bon voyage. Merci. Et bon week-end, Marc Fesneau. Merci à vous. Et merci d'être venu sur Europe 1 en direct.